Monsieur, bonsoir. Fini la polémique avec quoi Pala dans le Oué prend le relais dans la construction du centre hospitalier universitaire de Bobo. 30 hectares de terrain dégagés, 60 milliards déboursés et 36 mois comme délai d'exécution. Les images des travaux en cours depuis ce matin. Session partielle de la compagnie aérienne Air Burkina avec l'African Global Development. C'est désormais le tandem pour l'atteinte des objectifs de 150 milliards pour un meilleur déploiement des ailes de la compagnie. La signature de convention à suivre dans cette édition. Le journalisme à l'épreuve de l'éthique et de la déontologie en période électorale. Une interpellation à quelques jours de l'ouverture de la campagne. La Journée nationale de la liberté de la presse célèbre ce jour en appel à la responsabilité collective et individuelle. Le sujet est développé dans votre journal dans une poignée de minutes. Les pesticides de la mort dans le sud-ouest. 8 membres d'une même famille décédés des suites d'une intoxication alimentaire. Des feuilles de sisal mises en cause. Une situation récurrente selon les responsables sanitaires. Détails sur place avec nos reporters. Et ce sont les titres du 20h de ce jour. Une fois de plus, bonsoir. Ce soir, nous serons avec le ministre de la Sécurité, invité de cette édition. Avec lui, il sera question du lancement prochain de la nouvelle police secours. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Ouattara. Je reviens à vous dans un instant. Merci. Avant ce sujet, on parle de la valorisation et promotion du pain tissé burkinabé avec la Fédération des tisseuses. Elle est reçue en audience à la présidence. Ce jour, le palais de Kossiam qui a aussi ouvert ses portes au ministre allemand délégué à la défense. Il est en tournée dans les pays du Sahel. Le résumé de tout ceci avec Urbain Benito Somé et Mariama Tamboura. Le ministre allemand délégué à la défense cet après-midi au palais de Kossiam. Avec le président du Faso, il est question du renforcement de la coopération entre les deux pays, surtout dans le domaine de la sécurité. C'est exprime notre grand intérêt à la stabilité, la sécurité dans le Sahel. Nous sommes engagés énormément au Mali, mais nous sommes aussi intéressés au développement du Burkina Faso sur le plan politique, sur le plan économique et aussi sur le plan de sécurité et de militaire. On a commencé d'intégrer Burkina Faso dans le programme bilatéral, dans la formation du militaire, dans l'équipement. Et on a aussi accordé un programme bilatéral de coopération entre nos deux pays. Alexander Hens a réaffirmé l'engagement de son pays à rester aux côtés du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Auparavant, Roch Christian Kaboré a reçu la Fédération nationale des tisseuses du Burkina. Ces tisseuses sont là pour témoigner la reconnaissance au président du Faso pour toutes les actions entreprises dans la promotion de leur métier. Le président a fait beaucoup de choses pour notre fédération. Bon, sans même parler de la promotion du pain Faso d'Anfani, nous avons eu par le biais du gouvernement plus de 3000 métiers à tisser répartis pour toutes les 13 régions du Burkina Faso. À cette rencontre avec le président du Faso, les femmes ont aussi plaidé pour l'introduction effective du Faso d'Anfani dans les écoles, toute chose qui va permettre de booster leurs activités. Un projet qui verra bientôt le bout du tunnel. Il s'agit du centre hospitalier universitaire de référence de Bobo. 2 années de retard pour polémique sur le choix du site de quoi. Et c'est finalement Pala, village rattaché à la commune de Bobo, qui a été retenu. Des services d'urgence, de consultation, d'hospitalisation, un département de technologie médicale et une zone de recherche. Tout ceci sur une superficie de 30 hectares. Une réalisation possible grâce à la coopération sino-burkinabé. La pose de la première pierre est intervenue ce jour par le Premier ministre. Le témoignage de Hassan Gourabou et Karim Sissi. Enfin, les travaux de construction du centre hospitalier universitaire de référence de Bobo-Dioulasso sont lancés.
Et le coup d'envoi est donné par le Premier ministre dans le village de Pala, à quelques encablures de la cité de Sia. Le démarrage des travaux de réalisation de cette infrastructure vient mettre un terme à la polémique autour du choix du site d'accueil de l'ouvrage. La ville de Sia abritera le plus grand projet de construction d'un hôpital de référence dans l'ère du moment. J'interprète ce choix comme un engagement, une détermination sans faille du président du Faso à faire du Burkina Faso en général et de la ville de Bobo-Dioulasso en particulier une terre d'hospitalité et de justice sociale pour un mieux-être. 36 mois, c'est le délai d'exécution de cette infrastructure sanitaire. Son coût de réalisation s'élève à 60 milliards de francs CFA. Je pense qu'avec cette nouvelle motivation, avec ce nouveau coup d'envoi, on peut aborder non seulement une infrastructure nouvelle, mais aussi plus d'effets positifs collatéraux pour le nouveau emploi, pour de nouveaux services médicaux, pour les nouvelles technologies médicales et ainsi de suite. Le futur centre hospitalier universitaire de référence de Bobo-Dioulasso sera bâti sur une superficie de 30 hectares et comportera 500 lits. C'est une infrastructure ouverte vers l'avenir avec des équipements de soins de dernière génération. C'est la concrétisation d'une détermination, la détermination d'un homme. Le président du Faso est passé par beaucoup de turpitudes avant qu'on arrive à cela. Il aurait pu décider d'abandonner, de baisser la garde et de dire bon, on va chercher ailleurs parce que nous avons des difficultés au niveau de la région des Hauts-Bassins. Mais il a tenu à ce que cet hôpital soit construit sur le site de Koua, ou si vous voulez, sur le site de Pala, parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce qu'il est convaincu que c'était un acte fort et de reconnaissance en direction des populations de la région, de la région des Hauts-Bassins. Les populations de la région des Hauts-Bassins fondent beaucoup d'espoir sur ce joyau qui verra jour dans les années à venir. Un joyau qui viendra limiter les cas d'évacuation sanitaire. Avant l'étape des Hauts-Bassins, le Premier ministre était dans la région du Centre-Ouest. La journée du 19 octobre est marquée par une série d'activités à Koudougou. En bonne place, le lancement des travaux de la voie de contournement de la ville et l'inauguration d'une voie urbaine nouvellement bitumée. Adam Aguiti et Vincent Kenrebego. À Koudougou, une voie nouvellement reconstruite s'ouvre officiellement à la circulation. C'est le premier acte de la visite de 24 heures du Premier ministre dans la cité du Cavalier Rouge. Christophe Dabiré inaugure la nouvelle voie bitumée longue de 9 km. Plus loin, le chef du gouvernement enchaîne avec le démarrage d'un nouveau chantier de bitumage d'une voie, celle qu'il convient d'appeler la voie de contournement de Koudougou. C'est une circulaire qui va s'étendre sur 7 km et qui va rejoindre les deux bouts de la première rocade construite par le MCA et qui faisait 3 km. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une route en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central, avec des caniveaux de chaque côté et avec l'éclairage public, exactement comme la circulaire que nous avons à Ouagadougou. Nous avons inauguré une voie tout à l'heure, nous lançons les travaux d'une voie de contournement maintenant. Cela veut dire que le développement est en marche au niveau de Koudougou. Toutes ces actions qui visent à faire en sorte que nos villes deviennent des métropoles s'inscrivent dans la vision que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a du développement urbain au niveau national. Et comme l'a dit le ministre tout à l'heure, il y a de nombreuses villes qui bénéficient d'infrastructures routières pour essayer d'améliorer les conditions de circulation au niveau de ces différentes villes. Et je crois que les populations doivent être satisfaites de ce qui se fait aujourd'hui. Coût global des travaux, 3 milliards 857 millions de francs CFA financés par la Banque mondiale pour un délai d'exécution de 6 mois. Séance tenante, les forces vives de la ville demandent et obtiennent une promesse de bitumage de 15 km de voirie supplémentaire à Koudougou pour le gouvernement Christophe Dabiré inscrit dans son prochain programme.
Autre étape de la tournée du Premier ministre, le traditionnel échange avec les forces vives, la décentralisation intégrale, la réconciliation nationale, l'entrepreneuriat des jeunes ou encore les élections du 22 novembre. Autant de sujets abordés au cours des discussions résumées par Adama Guiti et Oumou Sissé. Un face-à-face fait d'échanges sans langue de bois entre le chef du gouvernement et les forces vives de la région du centre-ouest. Une tribune pour ces populations, dégrenée et chapelée de doléances qui vont de la réconciliation nationale aux élections de novembre prochain, en passant par l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le financement des petites et moyennes entreprises. Au-delà des interventions organisées, qui ont été belles et riches en propositions, il y a les interventions, j'allais dire, spontanées, qui nous ont permis de prendre la mesure d'un certain nombre de problèmes au niveau de la région du centre-ouest. Et je pense qu'il y a des recoupements avec ce que j'ai entendu dans d'autres régions. Et je pense que la région du centre-ouest certainement doit faire l'objet d'un certain nombre de préoccupations parce que nous voulons que cette région soit vraiment le centre névralgique pour ce qui concerne le développement d'un système industriel qui pourrait appuyer celui de la ville de Bobo-Dioulasso qui est reconnue comme étant la capitale économique de notre pays. Certaines préoccupations soulevées par les populations du centre-ouest sont d'ordre national selon le Premier ministre et elles ont leur réponse dans le PNDES. Car cela nous tienne, ces populations sont satisfaites de ces échanges. Les doléances que nous avons présentées à M. le Premier ministre, nous avons trouvé satisfaction tout en attendant que M. le Premier ministre nous revienne avec la périodicité des réalisations de tout ce qu'il a pris comme engagement. Et nous espérons, nous avons foi que M. le Premier ministre nous reviendra. Avant ce face-à-face avec les populations, Christophe Dabiré a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières de la ville de Koudougou. Koudougou, c'est aussi l'université Norbert Zongo abritant la station satellite en cours de réalisation. L'équipe de chercheurs dirigée par le professeur Frédéric Ouattara a reçu la visite du chef du gouvernement. Christophe Dabiré se réjouit du fait que le Burkina pourra disposer de ses propres informations satellitaires. Témoins de la visite, Adama Guiti et Vincent Kenobeo. Un visiteur de marque à la station terrestre du satellite Burkina-Sat 1. Présent à Koudougou, le Premier ministre se rend à l'université Norbert Zongo pour une découverte du travail du professeur Frédéric Ouattara et son équipe de chercheurs. Je suis venu encourager le professeur Ouattara et son équipe. Ils font un excellent travail. Ils font un excellent travail de recherche. Et je crois qu'il fait partie de ces pionniers qui croient que le développement économique et social, ce n'est pas à ras de terre seulement, c'est aussi dans l'espace. Comme il l'a indiqué tout à l'heure à travers les quelques photos que nous avons vues, il y a des questions relatives à l'agriculture, des questions relatives au climat, des questions relatives à la géologie. Tout cela, on a besoin de maîtriser ces questions-là sans être obligé de recourir à des tierces personnes qui vont nous fournir les informations qu'elles souhaitent nous fournir. Soutien sans faille des plus hautes autorités burkinabées, toutes embarquées dans ce projet de satellite Made in Burkina, dont la phase finale est attendue en 2021 pour une conquête inédite de l'espace. Nouvelle ère pour la compagnie Air Burkina avec sa sœur de l'African Global Development. C'est l'aboutissement d'un processus de cession partielle. 250 milliards sont injectés dans le capital de la compagnie, de quoi permettre un renouvellement et un renforcement de la flotte pour un accroissement des performances. La signature de la convention de partenariat est intervenue cet après-midi. L'immortalisation avec Salif Belem et Ernest Kambiri. C'est une nouvelle aventure qui commence pour Air Burkina. Et ces signatures sont l'aboutissement d'un processus. Elles scellent des liens nouveaux de partenariat entre la compagnie nationale burkinabé et AGD, African Global Development, une compagnie américaine spécialisée dans l'aéronautique.
Ce sont des Américains. Nous avions étudié donc ce qu'on appelle donc leur plan d'action et leur business plan. Et ce business plan, nous l'avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, dans ce business plan qui est maintenant une réalité, c'est de faire en sorte qu'Air Burkina rayonne dans la sous-région en tant que leader. Mais le vrai plan, c'est aussi le fait que nous allons construire avec eux ce qu'on appelle une académie aéronautique. Ils vont nous permettre de pouvoir, en liaison avec l'université de Ouagadougou, donc former des pilotes et former aussi des mécaniciens dans la sous-région. Et pour cette reprise partielle, 250 milliards de francs CFA sont mobilisés pour travailler à la relance d'Air Burkina et faire d'elle une compagnie de référence en Afrique et au-delà. Burkina and to make it a private entity. Nous avons vu que le Burkina est un pays stratégique pour nous, pour évoluer. La deuxième des choses, c'est de faire la mise à niveau de Air Burkina en envoyant des Airbus, voilà, pour remplacer les avions que nous avions sur place. Aujourd'hui, c'est l'apothéose de ce processus. Et ce qui est plus important pour nous en tant que compagnie aérienne, c'est le renouvellement et le renforcement de la flotte que nous aurons, qui nous permettra non seulement de rayonner un peu partout en Afrique, mais surtout d'ouvrir des destinations au niveau de l'Europe et de l'Asie de l'Est. Après donc le travail de stabilisation mené, Covid-19 oblige, voici Air Burkina, la compagnie fierté nationale de Burkinabé, dans une nouvelle ère aux côtés d'amis venus du pays de l'oncle Sam, pour écrire une nouvelle page de son histoire jusqu'ici faite de haut et de bas. Et ce nouveau chapitre dans la vie de la compagnie Air Burkina est expliqué au chef du gouvernement. Les partenaires américains et les premiers responsables du ministère des Transports étaient à la primature. Le renforcement de la flotte, le processus juridique, les retombées attendues, bref, tous les aspects sont abordés au cours des échanges. Notons que la compagnie déploiera ses ailes en janvier 2021. Et nous voici à la page entretien de cette édition. Comme annoncé, nous recevons le ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré. Bonsoir une fois de plus, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, il est question du lancement d'une police secours prévue pour le 22 prochain à Cambouin-Saint. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire ce qu'est la police de secours? Merci, madame, de me prêter votre antenne pour parler de la police secours, qui s'inscrit dans le cadre de la philosophie de la police de proximité. En effet, la police secours est une nouvelle approche opérationnelle des forces de police avec grand P, qui réunit la police et la gendarmerie en vue d'assurer une présence permanente, visible et dissuasive dans nos secteurs, dans nos quartiers, de façon à rassurer les populations, de façon à faire en sorte que la sécurité soit avec les populations. C'est donc une composante de la police de proximité? C'est une composante de la police de proximité. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette police est censée apporter de plus que ce qui existe déjà comme unité de force de sécurité? Comme je l'ai tantôt dit, c'est une approche préventive. Une approche dont le but est d'assurer une collaboration amicale, sociale entre le policier qui, d'habitude, comme vous le savez, a la casquette de la répression. Cette fois, le policier va avoir la casquette de la collaboration, du vivre ensemble, de travailler ensemble, de résoudre les problèmes de sécurité ensemble. L'objectif est de faire en sorte que le citoyen bénéficiaire de cette sécurité se sente concerné et travaille avec la police pour une plus grande sécurité. À terme, le sentiment d'insécurité devrait reculer. D'accord. Vous avez parlé d'actions préventives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de façon concrète en quoi ça va consister? Pour prendre un exemple concret, les actions préventives pour la police secours, c'est d'être présent sur le terrain, de discuter avec la population, de remarquer tout ce qui peut paraître anormal et de faire des rapports à leur hiérarchie qui vont immédiatement prendre des actions
par d'autres forces, mais pas la police secours, parce que la police secours a pour ambition de s'intégrer au sein de la population. Si elle commence à réprimer, il y aura une sorte de rejet. Donc, elle fait des rapports, elle transmet ces rapports en temps réel, parce qu'il dispose de moyens de communication, radio, téléphone, email. Il transmet immédiatement, il peut même envoyer des photos sur place, et la hiérarchie de l'autre côté traite ces dossiers et confie aux unités les plus proches, au commissariat le plus proche, à la brigade le plus proche des lieux des faits pour que eux continuent l'enquête. On peut donc s'attendre à plus de célérité dans les réactions des forces de sécurité. Non seulement à plus de célérité, mais également à plus d'efficacité et à plus de confiance entre policiers, gendarmes et entre population, gendarmes et policiers. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de collaboration avec les populations, ce qui sous-entend également qu'elles vont apporter une contribution. Déjà, qu'est-ce que vous faites comme appréciation de cette relation qui existe entre forces de sécurité et population? Pour le moment, l'appréciation que nous faisons est une appréciation un peu de méfiance. Et c'est un peu normal parce que nous sommes perçus en ce moment comme plutôt répressifs. Et nous voulons changer cette image. Nous voulons changer cette image. Nous voulons faire en sorte que les citoyens se disent le policier est un des nôtres qui est payé en permanence pour s'occuper de ma sécurité. Mais c'est un des nôtres. C'est extrêmement important dans notre démarche. Et le policier aussi doit se sentir comme appartenant à cette population dont la mission est d'assurer la sécurité de cette population en permanence. Donc, c'est un échange, c'est une collaboration, c'est un vivre ensemble afin de régler les problèmes quotidiens, pas toujours par la répression. S'il y a moyen de résoudre les problèmes sans passer par la répression, nous les résoudrons. C'est notre ambition. D'accord. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de cette population-là pour l'avenir, dans la mise en œuvre, dans le bon fonctionnement de cette police secours? Oui, j'ai une demande à faire, que la population accepte cette police. C'est le début et pratiquement la fin de tout. Si la population accepte cette police, nous pourrons faire beaucoup de choses ensemble. Sans acceptation, nous ne pourrons pas aller loin. C'est pourquoi je lance un appel à la population, aux jeunes, aux vieux, aux moins jeunes, aux moins vieux, à tout le monde, de prendre cette police comme leurs frères, comme des gens qui travaillent pour eux, qui s'occupent de leur devenir, de leurs problèmes de sécurité, et qu'ensemble, ils travaillent en vue de trouver des solutions pérennes à la question d'insécurité. D'accord. Alors, merci Monsieur le ministre d'être venu sur ce plateau. Je rappelle qu'avec vous, il a été question du lancement prochain de la police de secours, précisément le 22 octobre à Camp-Poisson. Être regardant sur la fiscalité des mines et réduire les niches fiscales, des recommandations du Conseil économique et social sur le sujet de la mobilisation des recettes internes. Question évoquée au cours de la dernière session ordinaire qui s'est refermée ce 19 octobre à Ouagadougou. Le point des échanges avec Césaire Carrefour et Pascal Kané. Il faut conditionner les postes électifs et les nominations aux hautes fonctions de l'État à un quitus fiscal. C'est l'une des recommandations majeures de la dernière session ordinaire du Conseil économique et social. Cela fait un mois que les 90 conseillers sont en conclave pour trouver des solutions à la mobilisation des ressources internes. Le Burkina Faso dépend excessivement des investissements et de l'aide extérieure, ce qui compromet son développement durable. Au sortir de cette dernière session de l'année, les conseillers du Conseil économique et social font un constat. Le Burkina Faso dispose d'un potentiel mobilisable pour assurer son développement durable. Cette réflexion plurielle et intense, nous l'avons menée dans l'optique d'atténuer le niveau de dépendance de notre pays à l'aide publique au développement et aux investissements directs étrangers. D'autant plus que ces apports extérieurs sont de plus en plus réduits, instables et fortement tributaires des priorités souvent géopolitiques ou stratégiques des partenaires au développement.
Il faut, par conséquent, compter d'abord et toujours sur ses propres forces. Les conseillers du CIS recommandent aussi qu'il soit évalué systématiquement l'impact de niches fiscales, qu'un cadastre exhaustif et informatisé soit construit. Les conseillers recommandent en outre de contraindre le secteur minier au respect des cahiers de charges et qu'il soit mis en place un système de contrôle efficace de la production minière au Burkina Faso. 20 octobre, journée nationale de la liberté de la presse. Les praticiens de l'information sont interpellés sur l'éthique et la déontologie en période électorale. Un sujet bien à propos quand on sait l'ouverture de la campagne prévue pour le 31 prochain. Le thème a été développé lors d'un panel débat à Ouagadougou. Les détails avec Bernard Koumbelem et Pascal Gani. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, cette journée nationale de la liberté de la presse a une coloration particulière. Le journalisme à l'épreuve de l'éthique et de la déontologie en période électorale. C'est le terme de cette 22e journée nationale de la liberté de presse. C'est l'occasion de rappeler les principes fondamentaux du journalisme, mais aussi mesurer les avancées en matière de liberté. Dans une déclaration du 20 octobre, le président de l'Association des journalistes de Burkina revient sur les conditions de vie et de travail qui peuvent impacter le traitement de l'information en période électorale. Les médias burkinabés abordent les élections en étant confrontés aux double défis de la situation sécuritaire et sanitaire. À ce contexte difficile pour l'ensemble du pays, il faut ajouter la situation économique de plus en plus précaire pour les médias et plus particulièrement la presse privée. Dans un contexte d'insécurité et de terreur généralisée, comment réussir la couverture des élections en respectant les règles d'éthique et de déontologie? Dans un tel contexte, l'exercice même de la liberté d'expression et de la presse se trouve naturellement mis à rude épreuve. Puis, place au panel qui regroupe des grands noms de la presse nationale. Tous insistent sur le respect de la distanciation face aux événements et surtout la neutralité en cette période cruciale de la vie politique du pays. Nous sommes à une période où il y a tellement d'exigences, donc avec beaucoup d'enjeux, qui va nécessiter de la part des journalistes que vous êtes beaucoup plus de rigueur. Parce que à cette époque aussi, cette période-là, la pression qui va s'exercer sur les médias va être une pression très grande. Aussi bien avant, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans l'antichambre des élections, et encore davantage pendant les élections, et même après le scrutin. En rappel, la journée nationale de la liberté de presse est célébrée depuis 1993 pour commémorer la relecture du code de l'information à l'Assemblée des députés du peuple. Le projet a été porté en son temps par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et des organisations professionnelles de presse et soutenu par le professeur Kizerbo, alors député. Autre commémoration, la journée communautaire de la société civile, la 9e en 2020, promotion des droits humains dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. C'est le thème retenu pour susciter l'engagement communautaire à l'amélioration de la santé au Burkina. Roger Kam et Christine Koulibaly. Contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, ils ont été de tous les combats dans un esprit d'autoresponsabilité et d'autodétermination. Eux, ce sont les acteurs de la société civile qui tiennent ici la 9e édition des journées communautaires. Une édition qui sonne comme un renforcement de leur engagement pour l'amélioration de la santé des populations. Ce sont nos partenaires privilégiés parce que nous bâtissons beaucoup de stratégies sur eux. C'est eux qui vivent avec les communautés. C'est eux qui peuvent être les relais sûrs des messages au niveau des communautés. Et c'est sur ces OSC-là que nous bâtissons notre politique de communication et d'information pour le changement de comportement. Qui mieux que les communautés peuvent comprendre les besoins des communautés, peuvent écouter les besoins des communautés et les véhiculer à notre niveau. Au menu de ce forum de 2 jours, le renforcement des connaissances des acteurs sur les nouvelles politiques de lutte contre les 3 pathologies, l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations du livre blanc sur la prise en compte des droits humains et du genre,
et le renforcement du système communautaire. C'est des journées de réflexion pour voir qu'est-ce que nous avons fait. Est-ce que ce que nous avons fait, nous l'avons fait bien? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la politique de développement de notre cher pays? Et qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons à faire comme perspective? 200 participants prennent part à cette édition avec comme mission à eux confier la définition d'une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues du livre blanc. De l'eau potable servie à plus de 47 000 personnes dans les 4 communes du Bazega. 3 forages à fort débit, une des réalisations du projet visant l'accès universel à l'eau potable. Le chantier de réalisation situé à Tantenga dans la commune de Kombisri a reçu la visite du ministre de l'eau ce 19 octobre. Gérard Sommet et Isiaka Nana pour le constat. Le ministère de l'eau et de l'assainissement résolument engagé à réduire la corvée eau dans les contrées du Burkina Faso. Un engagement traduit à travers le lancement ici à Tartenga dans la commune de Komisri de la réalisation de systèmes d'adduction d'eau potable multivillage. Un système qui consiste à créer un centre de production d'eau pour desservir plusieurs villages. Quand nous avons commencé en 2016, il y avait 360 villages à taux d'accès zéro qui n'ont pas de point d'eau. Aujourd'hui, nous sommes à 99 villages. Bon, c'est pas mal. Comme on dit, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. L'objectif, c'est d'avoir 0 village à taux d'accès zéro. Et avec ce système, nous sommes garantis d'atteindre ça. Le système d'adduction d'eau potable multivillage de Tartenga est constitué de 3 forages avec un débit de près de 50 m3/h. Des forages reliés à des piézomètres permettant de suivre l'évolution de l'eau. Un projet qui suscite espoir chez les populations. L'installation du château dans notre village va beaucoup nous soulager. On aura accès directement à l'eau potable, nos animaux pourront s'abreuver. Sincèrement, l'eau va beaucoup nous servir. Tous les villages qui sont dans le champ d'action donc, de ce système auront un accès total à l'eau. Soit par des bonnes fontaines, ce qui est classique, soit par des branchements particuliers. La vision au niveau national, c'est que toutes les provinces seront couvertes. Ce projet d'approvisionnement en eau potable multivillage va ainsi permettre de desservir plus de 47 000 personnes dans 4 communes de la province du Bazega, à savoir Bougou, IPC, Kombisri et Sapone. Coût total du projet, plus de 3 milliards 200 millions de francs CFA. Autre titre de l'actualité, le village de Pelé dans la commune de Malba dans le sud-ouest vit un drame depuis ce 17 octobre. 2 femmes et 6 enfants d'une même famille ont perdu la vie des suites d'une intoxication alimentaire. Des feuilles de sisal auraient été cuisinées par la mère de famille et servies comme repas. L'utilisation de pesticides inappropriés pour les cultures est la piste privilégiée par les autorités sanitaires. Le point sur place avec Issaka Zabré, Mathieu Da et Romuald Patrice Toui. 8 morts, dont 2 femmes et 6 enfants à Djeka, dans la commune de Malba. Les membres de cette famille auraient consommé des feuilles de sisal, couramment appelées guara en birifort. C'est la consternation et l'incompréhension totale. Ce problème nous dépasse. Elle a cuisiné et donné aux enfants qui ont mangé. La nuit, nous n'avons pas eu de soucis. Elle-même qui a cuisiné, elle était souffrante le lendemain. De même que les enfants, nous nous sommes rendus à l'hôpital croyant avoir de l'aide mais peine perdue. Comme sa mère, ce jeune garçon est un rescapé de ce drame. Élève en classe du 6e, celui-ci a joué le rôle du chef de famille en conduisant la plupart des membres de sa famille au centre de santé et de promotion sociale CSPS de Malba. Donc tous ceux qui ont mangé la chose là, ils tous sont partis, ils sont morts. Donc on ne sait pas de quelle maladie. Voilà, c'est une chose qui nous a surpris, on ne sait pas. Des prélèvements ont été faits pour des analyses afin de déterminer les causes de cette tragédie. La piste de l'intoxication alimentaire est la thèse avancée par les spécialistes de la santé. Il fallait chercher à savoir c'est quel type d'intoxication, c'est quel pesticide. Exactement, c'est une intoxication aux pesticides, c'est ce qu'ils ont dit. Mais il faut dire que les pesticides ont une action très violente sur le cerveau.
Et c'est ce qui fait que quand on a réussi ces enfants-là, ils étaient d'emblée dans un état de coma. Et qui dit coma dit que le pronostic est réservé. Plusieurs cas d'intoxication alimentaire liés à l'utilisation des pesticides ont été signalés au CHR du Kawa, selon Dr Sissé, qui appelle à la prudence. Hommage aux députés Salfo Théodore, Rose-Marie Konditamde et Diko Oumarou, tous décédés au cours de la 7e législature. Une mémoire saluée ce jour par les élus nationaux. À titre posthume, la députée Konditamde est élevée au rang d'officier de l'ordre des étalons. L'hommage avec Césaire Carrefour et Oumou Sissé. Une série de prières des différentes confessions religieuses et un dépôt de gerbe de fleurs à l'Assemblée nationale pour rendre hommage à Salfo Théodore Wetraogo, Oumarou Diko et Rose-Marie Konditamde, 3 élus nationaux décédés durant cette 7e législature. Pour Alassane Bala Sakandé, il s'agit là de reconnaître les mérites de ces braves hommes et femmes. Diko Mourou, moi, à cause de la parenté à Plérantélie, nous avons souvent échangé des amabilités et lorsque, pour ceux qui comprennent, quand je le vois dans un couloir, je ne l'appelle pas par son nom. Dès que je le vois, je dis Bangar Ogugyo Merejo. Il ne disait pas la même chose. En réponse, il me faisait un simple sourire. Je lui ai dit, écoute, lâche-toi parce que tu es libre. Il dit, mais le problème, c'est que je suis président d'Assemblée et que j'ai des hommes qui me suivent et qui ont des armes. Une cérémonie à titre posthume qui réconforte les familles des disparus. Depuis le décès de notre frère, je pense, l'Assemblée nationale a toujours été présente. Elle a toujours apporté, a joué sa partition par rapport jusqu'à ce que on rend hommage aujourd'hui. Nous pouvons que remercier l'Assemblée. Comme Salfo Théodore Wetraogo et Oumarou Diko, la députée Rose-Marie Konditamde est élevée au rang d'officier de l'ordre des étalons à titre posthume. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, Dieu voulant. Bonsoir.